Nous sommes avec Olivier Audouze, qui est un des cofondateurs d'Akiza. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric, Est-ce que tu peux te présenter puis présenter Akiza? bien sûr. Donc Olivier Audouze, 56 ans, donc un vieux start-upper. Moi, j'ai fait des études de physique, puis ensuite beaucoup d'informatique chez des éditeurs de logiciels. Ensuite, dans les télécoms, deux start-up entrent, et puis le monde de la silver economy avec Akiza. Puisque dans mon expérience télécom, j'ai eu la chance de rencontrer il y a 20 ans mon associé Eric Gale. Et donc, fin 2011, début 2012, nous avons fondé Akiza, qui a beaucoup évolué depuis et qui était à l'origine vraiment une start-up sur la fracture numérique, comment appliquer tout ce qu'on avait vu dans le domaine des télécoms, notamment en termes de médiation, de plateformes de médiation aux seniors. Donc très focalisé B2C, avec un business plan d'enfer sur Excel, des millions de clients, très facile. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça, hélas. Donc, de ce modèle B2C, on l'a fait évoluer au cours du temps, après plusieurs pivots, dans un modèle B2B, notamment au décours de la rencontre avec des associations de services à la personne, Réseau APA à Mulhouse et Abrapa à Strasbourg, du groupe Aguerre, et qui sont d'ailleurs devenus aussi bien Aguerre que Réseau APA nos actionnaires. Et donc, on s'est orienté vers le B2B. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait en quelques mots? Eh bien, nous proposons une plateforme de service qui permet de créer, d'animer et de monétiser des communautés pour des opérateurs socialement responsables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va principalement nous s'intéresser aux gens, mais aux gens dans leur dimension communautaire et sur des territoires et avec des projets portés par des opérateurs socialement responsables, c'est-à-dire des opérateurs qui, bien évidemment, ont une responsabilité économique, mais également une responsabilité sociale et environnementale. Donc, les trois segments de marché qu'on adresse à l'heure actuelle, ce sont au niveau des territoires, des communautés de citoyens, donc au travers de clients comme des Comcom, comme des Landkreis, parce qu'on a évidemment développé notre proximité à Strasbourg avec l'Allemagne, nous a fait développer une filiale en Allemagne depuis 3 ans maintenant. Et donc, au niveau des collectivités territoriales, les Landkreis, les communes, les Comcom. Au niveau des communautés dans l'habitat, on va beaucoup travailler avec les bailleurs sociaux, avec les résidences seniors. Nous avons mis de côté le segment des EHPAD, qui est un segment très particulier et qui nécessite en fait une autre approche qui n'est pas adaptée finalement à notre technologie actuellement. Et puis, les communautés autour du soin. Alors, le soin, le terme n'est pas vraiment adapté, on dit plutôt care en anglais, mais c'est vraiment cet aspect médico-social de tous les acteurs du monde médico-social, donc les associations de services à la personne, les associations de patients, les mutuelles, tous les acteurs qui sont intéressés par la bonne santé des personnes, notamment des seniors, hein, évidemment, puisque historiquement, on vient de là. Mais c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à élargir notre offre pour toucher un peu toutes les catégories. Et on va vraiment essayer de se situer dans une offre qui permet le bien vivre ensemble, le bien vieillir longtemps chez soi, mais tout ça, je dirais, en organisant sur des territoires des services et du contenu avec des opérateurs de confiance. C'est D'accord. vraiment ça Donc, notre sur, métier. sur- si on prend un exemple, par exemple, je suis bailleur social, Akiza m'apporte quoi et peut m'apporter quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec Akiza? Alors, Akiza, là, on a plusieurs bailleurs sociaux. La première porte d'entrée d'Akiza, c'est pour gérer les seniors qu'on a dans ces logements. Un bailleur social en France, à l'heure actuelle, il a entre 28 et 35, voire 40% de personnes de plus de 65 ans qui souhaitent garder pour différentes raisons. D'abord, une raison économique, hein. Ces populations payent les loyers. Il y a globalement peu d'impayés parmi ces populations. Ces populations sont faciles, sont plutôt fidèles, ne détériorent pas et jouent un facteur également très apaisant au sein des résidences en mixité avec la population plus jeune. Donc, il y a un véritable intérêt à les garder. Donc, il y a toute une politique, et tu le sais bien, d'adaptation quelque part du logement. Donc, nous, on vient en fait être la pierre angulaire numérique de cette adaptation. On parle, nous, de notion d'habitat augmenté.
C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter à l'habitat, d'élargir l'habitat, où les gens sont de plus en plus confinés. En ce moment, c'est vraiment le cas. Mais donc, on essaye d'apporter au travers du numérique et au travers de l'opérateur en marque blanche. Donc, nos clients bailleurs opèrent sous leur nom une plateforme qui va leur permettre de créer des communautés, par exemple de seniors dans un quartier et dans une ville, et d'y agréger du contenu, du service et d'apporter du service également via des partenaires externes, en collaboration par exemple avec les CCAS, en collaboration avec le service à la personne, en choisissant des artisans de confiance qui travaillent bien à des prix raisonnables et qui ne vont pas, entre guillemets, arnaquer les personnes fragiles. Donc on leur donne un outil qui finalement est une conciergerie de service du 21e siècle. Il est intéressant de voir que les bailleurs sociaux ont une tendance maintenant à remettre des concierges. Alors on n'appelle plus ça des concierges, on appelle ça des gestionnaires de résidence, gestionnaires de quartier, des animateurs de communauté, community manager en anglais, et au final, on va leur donner un outil pour créer, piloter, animer ces communautés et finalement arriver au sein de l'écosystème à faire en sorte que les seniors trouvent les services dont ils ont envie et dont ils ont besoin, et surtout des services locaux et portés par un opérateur de confiance. D'accord. Pour les résidents, ça se traduit comment? Ça se traduit, voilà, je suis connecté à Internet, j'ai accès à une sorte, j'imagine, un portail avec des services qui sont proposés soit par l'information donnée par le bailleur. Est-ce que les résidents peuvent aussi se contacter entre eux, par exemple? Absolument. Le but, c'est d'offrir un outil avec beaucoup de services autour. Donc, effectivement, c'est un portail nominatif qui va donner, en fonction de ses caractéristiques, de ses centres d'intérêt, l'accès à des communautés, donc à du service, mais également la possibilité de se créer sa propre communauté au travers d'un réseau social privé qui fondamentalement, on va le citer par rapport à Facebook, fait que vous n'avez que des gens qui vous ont invité ou que vous avez invité. Donc, si tu es inscrit sur Akiza, je ne peux pas te trouver si tu ne m'invites pas ou si je ne t'invite pas. Donc, on reste dans un cercle restreint. En moyenne, on a entre 7 et 9 contacts très proches avec lesquels on échange. On peut faire des vidéoconférences, on échange des messages, on échange des photos. Donc, on est dans un cercle restreint de confiance qui, pour, je dirais, des grands novices, comme parfois le sont les seniors, est très rassurant. Néanmoins, une fois, et ça on le constate vraiment, une fois qu'on a souvent mis le pied à l'étrier avec une solution comme Akiza, on va s'ouvrir avec d'autres outils, Facebook par exemple, etc., qui n'entrent pas du tout en compétition, mais qui vont plutôt venir complémenter une offre de service et d'envie que va avoir le senior. Akiza remplissant sa part sur la vie locale, le service proposé par l'opérateur de confiance, le bailleur, la collectivité, etc. D'accord. Donc, pour le bailleur social, ça lui sert à créer une communauté, j'imagine, donner des activités aux personnes âgées enfin, aux locataires, des rencontres, proposer, éplucher des services, enfin, proposer un bouquet de services. Ça permet tout ça. La question, si je te titille un peu, ça veut dire qu'en fait, que les personnes âgées ou les seniors doivent être connectés. Alors, effectivement, ça nécessite impérativement une connexion Internet. Ce qui était problématique il y a 9 ans, très honnêtement, on avait des taux de connexion au-delà des 75 ans plutôt faibles. Ce n'est honnêtement maintenant plus un problème. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés, les gens prennent progressivement l'habitude, ça le sera de moins en moins. Après, il est vrai qu'il y a des personnes très âgées, au-delà de 90 ans, qui ne seront jamais connectées. En revanche, on a des utilisateurs de 92, 97 ans, en général des femmes, qui sont beaucoup plus attirées par le rester en contact avec la famille notamment, qui sont incroyables, qui utilisent Internet. Moi, j'ai ma belle-mère, voilà, elle utilise Internet sans le savoir, elle lit son journal, elle fait des vidéoconférences avec son fils. Et nous, elle a 92 ans et elle n'utilisera jamais un ordinateur, mais la tablette est un outil fantastique et on utilise Akiza pour ça. Et c'est très simple. Elle a vraiment pris l'habitude, elle est très à l'aise maintenant dans cet usage-là. D'accord. Donc là, j'ai compris pour les bailleurs sociaux, j'imagine pour les résidences services seniors, c'est pareil.
Est-ce que tu peux parler de ce que je trouve très très bien de Facilien, ce que vous faites en Alsace? Alors voilà. De toute façon, est-ce que pour ceux qui dirigent une association de services à domicile ou un réseau comprennent ce que vous pouvez leur apporter? Alors nous, déjà, on a la particularité à Kisa, effectivement, d'avoir créé une société commune avec Réseau APA et Abrapa qui s'appelle Facilien, dont d'ailleurs Bertrand Muller a fait un entretien sur ta chaîne. L'idée, là, en fait, pour nous, était d'associer… Alors, précisons, pour ceux qui ne connaissent pas, Abrapa et APA sont des associations de services à domicile. Précisons. Voilà, des Très grosses services à la associations. personne, Très grosses. grosses associations en Alsace qui couvrent à L2 un peu plus de 6 000 employés, Énorme. de l'ordre de 40 000 personnes C'est énorme. aidées au quotidien. Voilà, ce sont des grosses associations qui couvrent un vaste domaine, hein. Donc, on est plus vraiment dans l'aide à la personne, le soin, EHPAD, résidence senior, que je dirais le repassage, qui est une activité également d'aide à domicile, mais avec un gros focus sur les seniors et une activité reconnue et extrêmement de confiance de la part des personnes âgées envers ces opérateurs. Donc nous, on a d'ailleurs fait rentrer Réseau APA dans notre capitale parce que justement, il nous apporte cette vision extrêmement opérationnelle. Nous, on est des technologues avec Eric, on a développé un outil, mais cet outil n'est rien sans tout l'humain autour. J'écoutais encore Romain Del Grosso là, du groupe SOS qui dit exactement ça, il faut un outil, mais il faut tout le reste. Donc, toutes ces structures de service à la personne, en fait, elles ont l'humain, mais souvent, elles ne disposent pas des outils numériques qui maintenant leur permettraient de développer des nouveaux services, de proposer des services sur des zones qui n'existent pas de manière extrêmement rapide et à des coûts faibles. On sait que ce sont des activités à faible marge dont il faut tenir compte. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a signé en Allemagne avec des grosses associations de services à la personne qui sont en Allemagne organisées par religion, hein, Caritas pour les catholiques, Diaconie pour les protestants, mais qui en fait occupent des positionnements et font des métiers assez similaires à l'APA et au réseau, à l'ABRAPA et au réseau APA. Et là, l'idée, elle est toujours la même. Elle est d'essayer de pouvoir agréger sur des communautés qui peuvent être des communautés de seniors. Et par exemple, les diaconies travaillent sur des communautés de personnes handicapées, sur des communautés d'écoles, ils ont leurs propres écoles, donc pour les familles, et en fait, proposer les services qui vont bien et en travaillant avec des partenaires. On a d'ailleurs un exemple que je trouve, moi, assez extraordinaire sur Garmisch-Partenkirchen, où Caritas et Diaconie se sont associés, parce qu'ils ne sont pas concurrents, hein, évidemment, pour travailler ensemble sur un territoire et porter des solutions et pouvoir croiser des services. Donc là, il y a un énorme intérêt, c'est que ça permet de numériser. Et en Allemagne, ils sont confrontés à quelque chose que nous ne connaissons pas en France, je dirais pas encore, c'est Amazon Healthcare. C'est la possibilité de trouver par Internet une plateforme d'intermédiation qui te permet de, si par exemple tu habites pas très loin de la frontière polonaise, de trouver du service à la personne à des prix défiant toute concurrence, fait par des personnes polonaises. D'accord. Donc pour eux, c'est une menace, et donc c'est une menace d'uberisation, hein, si on emploie ce terme, que nous, on va essayer de lutter, puisque nous, on va redonner en fait la souveraineté au niveau des données à l'opérateur, puisqu'il va être capable de gérer les clients, mais également les proches de ces clients, puisque ces clients, ces utilisateurs vont inviter leur famille, leurs amis sur la plateforme, et il va donc être capable, l'opérateur, de bénéficier de cet apport. Donc, si on revient à ce fameux coût d'acquisition de l'utilisateur, ça permet d'avoir des coûts extrêmement faibles et de se rapprocher finalement de la famille de ces seniors également. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Bon, là, je reprends. Le coût d'acquisition du client faible, si je devine en fait ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, une personne âgée qui, par exemple, bénéficie de services de l'APA, il y aura son entourage qui va être connecté à elle sur la plateforme, et dans son entourage, il se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui est une personne âgée dans son entourage et qui fasse de la pub pour l'association. Et oui, Via ce biais-là, c'est ça. C'est en fait, elle rentre. Le et personnage, la famille cet ou l'entourage va rentrer dans le système, va voir que l'association Client, par exemple, Facilien, c'est bien, avec l'APA et l'ABRAPA. Et donc, derrière, après, c'est comme ça qu'en fait ça se passe. Ça permet, à ce niveau-là, ça permet de faire du buzz, en fait, quelque part. Exactement. Et le fait que l'ami de la personne qui utilise Facilien se connecte à Facilien,
elle va être sur la plateforme et elle va pouvoir bénéficier facilement des services. Puisque nous, quand on offre des communautés, ces communautés peuvent être soit sur invitation, soit ouvertes à tous. Et donc, on peut découvrir des services. On met en place d'ailleurs à l'heure actuelle un système pour proposer de rejoindre des activités au travers des services des clubs, des communautés, on appelle ça des clubs chez nous, hein, de rejoindre ces communautés au travers des activités, des services qui sont proposés. On est également en train d'apporter des fonctions de géolocalisation parce qu'on sait bien qu'on va d'abord s'intéresser au système local. Donc un service proche de chez vous peut être plus intéressant qu'un service plus éloigné en ville ou particulièrement dans le monde rural, par exemple. Parce que là, on voit également des grosses différences de comportement. D'accord, donc ça aide effectivement à trouver nos clients, ça aide à proposer d'autres services aux clients déjà existants, ça permet de faire le lien avec la famille. Absolument. Ça permet de, j'imagine, donner l'information aux clients quand est-ce qu'on arrive, si ça a bien passé, enfin bref, avoir un vrai suivi, j'imagine un suivi. La question que moi, si je suis dirigeant d'une structure de service à domicile, la question que je me pose, c'est en Alsace, si je suis une autre association, on va dire, complémentaire ou concurrente à l'Abrapa, comment est-ce que je dois faire? En fait, je dois reprendre je dois faire une duplication du service ou tu imagines que plus tard, tout va être regroupé? Alors, Par exemple, sur Lyon, là, tu es sur Lyon, mais par exemple, sur Lyon, il doit y avoir 6 associations, 6 grosses associations de services à domicile. Est-ce que tu fais 6 réseaux à terme, ou est-ce qu'il y a un réseau pour les quelques associations qui auront voulu collaborer? Alors, en fait, ça va dépendre essentiellement de la relation qu'elles ont entre elles. Les deux modèles sont possibles. Je pense qu'il serait plus pertinent d'avoir idéalement une seule plateforme sur la région lyonnaise sur laquelle chacun va venir gérer ses communautés. Après, comme tu le disais, elles sont concurrentes quelque part, donc ça peut être un peu délicat. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je citais le modèle allemand entre catholiques et protestants, il n'y a pas de concurrence. Donc, il ne peut y avoir que de la collaboration. Sur les secteurs, comme tu le cites, ça va vraiment dépendre. Après, il ne faut pas non plus oublier un facteur, je pense, dont on est tous conscients. Vu la difficulté en ce moment, et particulièrement en ce moment, il va y avoir un phénomène de concentration dans ce marché. Donc, pourquoi pas imaginer finalement une collaboration qui vient progressivement en prenant un outil commun qui va peut-être faire naître des vrais rapprochements. Mais nous, quelque part, dans la mesure où chaque opérateur peut avoir sa propre plateforme, on va vraiment laisser le choix au client. Moi, je trouverais, à titre personnel, et ça n'engage que moi, dommage d'avoir 6 réseaux pour 6 associations. Un ou deux serait, à mon sens, idéal, parce que ça permet également de croiser des services entre les associations. Tout le monde ne propose pas la même chose. Donc, il y a peut-être potentiellement du business croisé à faire, et l'objectif étant d'arriver à mieux travailler sur un territoire, hein. De toute façon, nous, on s'est rendu compte d'une chose. Nous travaillons sur des territoires à taille finie. On n'est pas dans la logique des GAFA qui ont quelque part une infinité d'utilisateurs possibles. Nous, quand on travaille sur une ville de 30 000 habitants, il y a 30 000 habitants, il n'y en a pas 50 000. Donc, les services, les prestataires qui vont travaillent dans un environnement fini. Donc, quelque part, ils ont tout intérêt à collaborer pour faire en sorte que la concurrence, on fait de la coopétition quelque part, mais c'est l'intérêt du citoyen et du territoire d'arriver à agréger un écosystème qui travaille ensemble et à mettre de côté. Il y a fatalement des recouvrements de compétition, mais je pense qu'en travaillant intelligemment, on peut les gérer et faire que tout le monde gagne. D'accord. Autre question que je me pose, que certains vont se poser, c'est votre système, lorsqu'il est implanté dans par exemple pour un bailleur social, ou alors même, on va reprendre le cas de l'Alsace chez Abrapa, euh, est-ce que ça soulage les tâches du personnel ou est-ce que ça engendre plus de tâches parce qu'il y aurait des doubles saisies? Comment est-ce que ça s'interface par rapport à leurs différents logiciels? Parce que certains vont dire, oh là là, mais encore un système de plus, ça va me prendre du temps, ça va encore stresser mes salariés, puis après, ils vont partir. Alors ça, c'est une excellente question parce qu'on le vit au quotidien avec Réseau APA. Réseau APA, ils ont leur outil métier pour la gestion du service à la personne. Mais quand tu as presque plus de 3 000 employés maintenant, avec les acquisitions, il doit être à 8 000 sur la France, ils n'avaient pas de système de communication interne
entre les équipes sur un territoire ou entre des équipes pratiquant le même métier. Donc là, ils sont maintenant équipés de notre solution, d'abord dans un usage interne, mais qui ne vient pas du tout en compétition avec l'outil métier, Athéna en l'occurrence, qui gère leur agenda, qui gère les facturations, etc. Là, c'est vraiment un outil plus d'organisation interne et de partage. Donc là, ils sont en train d'expérimenter des équipes autonomes sur le terrain où Oui. un outil numérique permet la synchronisation d'une personne qui, en cas de problème, une panne de voiture, une maladie, etc., l'équipe va prendre en charge pour assurer le meilleur service aux usagers. Donc là, avoir un outil comme ça, c'est quand même extrêmement pratique. Ils utilisaient à un moment donné, on va le dire, WhatsApp, qui présente quand même un certain nombre d'inconvénients en termes notamment de partage des données. Donc là, maintenant, on est en train de travailler avec eux sur des solutions de ce type-là. Il y a des SIAD qui utilisent notre solution pour partager de l'information entre infirmières, entre secteurs, des bonnes pratiques, et c'est super fluide. Il faut bien penser que le monde du service à la personne, les gens, par définition, ne sont jamais au bureau. Ils sont chez les clients. Donc, il est difficile de diffuser une information, de diffuser des bonnes pratiques. Donc là, il y a des choses très simples qui peuvent être mises en œuvre. Et on a beaucoup, nous, travaillé, je dirais, l'aspect économique pour faire en sorte que ce soit des solutions abordables. Pierre Caméraire, l'ancien directeur général du réseau APA, même s'il est actionnaire, il a fait une étude technico-économique assez précise, on était 7 ou 8 fois moins cher que les solutions comparables. Et surtout avec une facilité d'usage pour que justement l'outil l'usage de l'outil ne soit pas un frein. En revanche, il faut être extrêmement attentif à ce que tu disais, ne pas dupliquer dans deux outils les mêmes tâches. Donc nous, on s'attache aussi énormément à travailler les interfaçages. Akiza n'a pas vocation à tout gérer. Akiza n'a pas vocation à substituer un outil métier pour le service à la personne. Il vient en complément. D'où l'importance de s'interfacer. On a par exemple interfacé l'agenda, qui est vraiment l'outil de planification par essence. L'agenda d'une personne va se transformer dans des événements, dans son agenda Akiza, en lui disant, ah, voilà, il y a Martine qui vient à 10 heures faire le ménage, il y a Adrien qui vient pour la kiné à 14 heures, etc. D'accord. C'est vraiment une complémentarité à avoir entre les outils. D'accord. Si maintenant je suis aidant, qu'on comprenne bien la position de l'aidant, si je suis aidant, c'est j'ai ma maman qui est, par exemple, fragilisée et qui bénéficie de services, est-ce que, en tant qu'aidant, qu'est-ce que donc j'imagine que c'est sur le smartphone pour moi, et qu'est-ce que je reçois comme information? Alors, ça va en fait fondamentalement dépendre des communautés auxquelles tu vas appartenir. Donc, il est évident que si tu es aidant avec ta maman et que si elle a la chance d'être équipée d'une tablette ou d'un petit ordinateur et qu'elle est à Kisa, on va avoir le partage de photos, toutes les fonctionnalités du réseau social privé dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Il y a le partage d'événements également au sein de la famille au travers de l'agenda. Et puis ensuite, il y a tout le reste au niveau des communautés. Donc, en fonction de l'opérateur qui anime la plateforme et toi, de ta position, tu vas pouvoir trouver des communautés d'intérêt. Par exemple, aidants. On pourrait tout à fait imaginer que des associations de services à la personne créent des communautés et diffusent des bonnes pratiques au niveau des aidants. On sait tous qu'on peut être maltraitant avec tout l'amour du monde, parce qu'on ne sait pas. Donc, on travaille, nous, sur différents projets, justement, comme ça, pour essayer, au travers d'une communauté d'aidants, de diffuser des messages, quelque part, un peu de formation, d'information, en disant, voilà, il y a des comportements à avoir et à ne pas avoir. Même si vous adorez votre maman ou votre papa, attention, on peut être maladroit. Donc, dans ces communautés, ils vont pouvoir trouver ce type d'informations. Et puis, nous, à Kisa, on va un petit cran plus loin. C'est qu'on a mis en place un système qui permet d'interfacer des solutions IoT, donc d'Internet des objets. On se rend compte que quand on parle de téléassistance, et je sais que c'est un sujet que tu connais bien, on peut vraiment distinguer deux typologies d'informations qui vont être remontées par les systèmes un peu évolués de type actimétrie. Il y a les informations critiques qui nécessitent une action, une chute, un malaise, etc. Et donc qui nécessitent quelque part une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc un abonnement à des structures capables de gérer ce type de service. En revanche, ces outils deviennent de plus en plus intelligents et ils font maintenant de plus en plus d'alertes préventives.
il n'a pas beaucoup de sens d'envoyer une alerte préventive à un centre d'urgence. En revanche, ça fait beaucoup de sens de le diffuser à une communauté d'aidants qui a fondamentalement une notion de bienveillance, mais qui n'est pas disponible à 3 heures du matin s'il y a une chute dans la salle de bain. D'accord. En revanche, une alerte préventive qui va dire, tiens, le frigo n'a pas été ouvert, tiens, il y a eu beaucoup d'accès aux toilettes faits dans la journée. Bon, ben, ce n'est pas urgent, mais ça veut dire que la communauté, nous, on va être capable de récupérer l'alarme, de la diffuser par SMS, par email, par notification sur application mobile, pour que cette communauté d'aidants que la personne aura pu créer, donc ses enfants, mais éventuellement ses voisins, hein, on peut s'auto-protéger dans des résidences, hein, les liens peuvent se nouer, permettra de dire « Oh là, mais que s'est-il passé? T'as pas mangé hier ?»« Oh non, j'avais pas faim, j'étais un peu barbouillé. » Si ça dure 2 jours, il y a une action humaine à avoir. Hein. Donc nous, on va juste être l'alerteur, mais on va offrir cette possibilité aux aidants de créer la 3e typologie de communauté, hein. La famille au travers du réseau social, les clubs au travers de ces communautés administrées, et la 3e, les communautés d'aidants, centrées autour de ces systèmes d'alarme, mais pas dans une vocation, je dirais, ni de surveillance, ni d'assistance, mais de bienveillance. J'aime bien le terme télébienveillance, parce que c'est vraiment ce qu'on essaye de proposer, ces communautés, ces aidants qui veulent être bienveillants et qui donnent volontiers de leur temps pour aider. D'accord. Pratico-pratique, quand une association, vous commencez à travailler avec une association ou un acteur, je préfère l'association parce que c'est plus complet au niveau à mon avis, plutôt qu'un résident service senior. Et encore. L'association, typiquement, commence par quoi, en fait? Parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec Akiza, on peut même faire pratiquement ce qu'on veut, parce qu'on crée des communautés, après, c'est limité. Mais on commence par quoi? Alors, nous, on conseille d'abord de commencer par se poser et bien définir les besoins. Donc, de définir ce que l'on veut faire, quelles sont les cibles prioritaires auxquelles on veut apporter des services et du contenu. Parce que tu viens de le dire exactement, on peut vite se perdre tellement l'outil est flexible. Donc, il faut bien définir ces cibles. Donc, la première chose, c'est de faire une sorte de cartographie des besoins sur le territoire, de ces objectifs, et ensuite de voir comment, et là, nous, bien évidemment, on peut apporter notre aide, hein, de pouvoir construire les communautés adaptées. Est-ce que je vais faire des communautés géographiques? Est-ce que je vais faire des communautés sur la base d'un profil de type âge ou d'un profil de dépendance? Est-ce que je combine les deux, etc. Donc, en fonction des objectifs, on va définir des communautés. Et pour chaque communauté, il y a un travail qui est assez simple et je trouve personnellement très intéressant. Ça va être un peu de définir la ligne éditoriale. Une communauté, c'est presque comme un journal. On a un lectorat avec des centres d'intérêt. Il faut qu'on lui trouve ce qui l'intéresse et donc de définir, comme toi tu le fais pour ta chaîne, cette ligne éditoriale qui va guider avec la fréquence des vidéos qu'on va faire, des interviews, des articles, des forums, des documents qu'on va poster, etc., des intervenants qu'on va faire intervenir qui ont une pertinence et une expertise reconnue. Une fois qu'on a défini ça, la mise en œuvre est extrêmement rapide. En revanche, nous, on insiste énormément. Il faut s'en occuper. Une communauté. C'est ma question. À t'écouter, est-ce que les gens vont pas se dire, oh là là, mais il me faut 15 informaticiens et 30 community managers? Surtout pas d'informaticiens, des community managers, mais surtout des gens du terrain. Là, on a des infirmières qui font ça. L'outil a l'avantage, je pense, d'être assez simple d'emploi. Il n'y a pas besoin d'une grosse formation pour utiliser, c'est assez intuitif. En revanche, il faut le faire, il faut s'en occuper. Une communauté demande entre 2 et 3 heures par semaine d'animation pour qu'elle soit vivante. Une communauté qui n'est pas animée meurt. Soyons clairs. Donc ça veut dire qu'effectivement, au-delà des aspects technologiques, il faut que les opérateurs, dans leur organisation, prévoient non pas des informaticiens, mais des gens qui vont comprendre, créer ce contenu et animer ces communautés. C'est un métier, c'est du community management. Mais il faut le prévoir. Sinon, ça ne sert à rien de le faire, honnêtement. D'accord. Un mot de conclusion? Là, on vit une époque pour le moins trouble avec cette crise.
Nous, on pense que ça va être un catalyseur de notre activité parce que j'avais un bailleur social qui me disait, mais si on avait eu votre solution un peu avant, ils ont dû appeler leurs 3000 seniors au téléphone avec des fichiers Excel. C'était une catastrophe. Donc là, on peut disposer d'un véritable outil facile à mettre en œuvre. C'est d'ailleurs l'outil qu'a choisi la région Grand Est au travers de la plateforme Meeker qui va être réactivée là, qui a pu être activé sur d'autres plans, comme les plans canicules également cet été, mais qui est facile à mettre en œuvre et qui ne nécessite pas finalement beaucoup de compétences. Faut simplement vraiment savoir ce que l'on veut et se dire de travailler au long terme, parce qu'encore une fois, des communautés, une fois qu'on les a créées, il faut les animer, mais derrière, c'est vraiment un fantastique outil pour gagner du temps et développer localement en collaboration, parce que c'est d'abord un travail de collaboration sur un territoire, des services pour des gens, des seniors en particulier, mais pas que. Super, merci. Merci Olivier Audouze. Je rappelle que tu es cofondateur d'Aquiza. Merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric. À bientôt.